Hello, bonjour à tous, je vous retrouve pour ouvrir un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 9 juillet et j'ai l'impression que mes vlogs vont se transformer en moments papote parce qu'en fait il y a toujours plusieurs jours où j'ai pas l'occasion de vous reprendre et du coup le vlog tient sur peu de jours et là c'est vrai qu'il y a tout le week-end qui est passé donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je suis désolée pour la lumière, il fait pourri chez nous, il fait très chaud en fait, il fait très lourd, donc il pleut. Donc c'est génial, enfin il pleut un tout petit peu, mais je pense que ça va pas en s'améliorant. Donc voilà, donc j'ai pas... hier les enfants étaient à la maison, donc on a bougé pas mal avec eux, enfin moi surtout parce qu'on n'était pas très enfant, pour une fois qu'ils se prenaient une journée. Ça fait 2 dimanches où on va, enfin en 3 semaines où on va aussi visiter un petit peu la Belgique. On est allé voir Bruges, mon mari connaissait pas, c'est une très belle ville, hein. Elle est appelée la Venise du Nord, mais il y en a plusieurs de Venise du Nord au nord de l'Europe, donc c'est une des Venices du Nord, c'est une très belle ville, très sympa, on a vu du beau temps. Dimanche on est allé à Gand, malheureusement on n'a pas eu un temps aussi bien. Il pleuvait, ça va, on est tombé que sur des petites gouttes, et puis à un moment on est rentré dans un, alors, c'est pas un salon de thé, mais où ils font des gaufres et tout. Mes enfants ont voulu prendre une gaufre, je vous dis pas la taille des gaufres, hein. Enfin c'est une des spécialités belges aussi, quand des gaufres, puis alors, recouvertes. Liam avait pris avec au Bueno, donc je pense qu'ils avaient fait fondre du Kinder Bueno avec le chocolat, il y avait de la crème chantilly, il y avait comment, il y avait un Kinder Bueno, du chocolat. Louis avait pris avec une glace. Enfin, ils n'ont pas réussi à finir. Même moi, j'avais essayé. Enfin, j'en ai mangé un peu, mais j'ai eu du mal à finir. Heureusement que nous, on n'avait pris qu'un petit café. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui est rentré dans ce petit établissement bien sympa. Et en fait, en sortant, on s'est rendu compte qu'il l'avait plus à verse. Donc, c'est pour ça que tout le monde était rentré. Et nous, on a échappé à la verse. On s'en est même pas rendu compte tellement l'endroit était cosy, fermé, chaleureux. Donc, c'était très bien, c'était une belle journée. On a encore pas mal crapahuté à droite à gauche, on montait des escaliers dans des vieux châteaux, tout ça. Mais bon, c'était puis fait une petite balade aussi en canot comme à Bruges, hein, parce qu'il faut aller faire une balade en canot quand vous êtes à Bruges ou à Gand, parce que c'est des villes connues pour ça. Moi, Bruges, je l'avais fait quand j'étais, alors je ne sais plus si j'étais en primaire ou au collège. Peut-être à toute fin de la primaire, un voyage scolaire, mais je m'en souvenais plus trop, donc c'était sympa. Donc du coup, c'est vrai que je bourlingue pas mal, enfin je bourlingue, je bourlingue, les enfants sont un peu plus là. Du coup, j'ai un petit peu moins de temps pour... c'est vrai que tous mes samedis, dimanches sont pris par quelque chose, et du coup, j'ai un petit peu de mal même à poster sur Instagram. Mais sinon, je vais vous parler de mes dernières lectures. Hop. La dernière fois, je vous avais laissé sur L'ombre des dieux de John Gwynne, le tome 1 de la confrérie du sang, je ne dis pas de bêtises, qui a été lu en lecture commune. C'est organisé par n'importe quoi. Braise Globe Reader. N'importe quoi, Blaise. Non, Braise Globe Reader. Voilà, on était plusieurs à vouloir le lire. Euh, une pépite. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Voilà, j'ai beaucoup entendu parler de John Gwynne. On est dans de l'heroic fantasy adulte ici, hein, donc voilà, vous savez ce que ça va être un peu plus complexe à lire que de la young adulte. Il y a beaucoup plus de personnages, de lieux à retenir, de noms, de nouvelles religions. Voilà, c'est tout un univers qui est construit, donc c'est plus complexe. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit être humain là, ce petit malheureux qui essaie de combattre contre. Quand on ouvre la couverture, je trouve ça magnifique. On est dans un univers, John Gwynne aime bien l'univers viking, donc on est vraiment dans un univers aux références viking. Il y a des termes d'ailleurs vikings. Alors il y a quelques répétitions, notamment à un moment, je trouve que c'est un peu répétitif dans l'action, c'est-à-dire qu'on les voyait à chaque fois mettre leur armure, comment ils faisaient, avec le nom de leurs différentes armes. Il y a le mot, on a appris tous un nouveau mot qui s'appelle scramasax. C'est une espèce de couteau. Alors je crois qu'en anglais ça se dit sax, donc ça va être plus court. Mais alors en français c'était un peu lourd quand même, hein. Scramasax, voilà. Je ne sais pas si je vais le retenir, mais là pour l'instant je le tiens encore, ça va. Voilà, il y a un petit peu de répétition à ce niveau-là, c'est pareil, quand il parle du cerveau, ou quand quelqu'un réfléchit, ils disent il utilise sa boîte à idées. Voilà, c'était des métaphores, des comparaisons qui revenaient un petit peu trop souvent. Peut-être la traduction, je ne sais pas trop. Un scramasax, après, c'est un scramasax. Voilà, ça choque moi sur certains mots. Je ne sais pas si c'est comme moi, vous avez regardé la série Viking, mais il y a des mots, c'est vrai qu'on l'entendait dans la série Viking, donc ça choque peut-être moins comme un jarl. Un jarl, un jarl, pardon. C'est un seigneur ou un comte chez les Vikings. Mais là, on n'est pas dans la mythologie viking, par contre. Les dieux qui sont évoqués ici sont des dieux inventés par John Gwynne.
Et c'est passionnant parce qu'on se retrouve, alors ça doit être à peu près 200 ans, on apprend au fur et à mesure du récit en fait. Ça doit se passer 200 ans après que les dieux se soient battus les uns contre les autres. Quand vous voyez la taille des dieux, voilà. Il y a le tome 2, la fin des dieux, c'est un énorme loup, c'est à peu près le même genre de couverture, je crois, sauf qu'il y a 3 êtres humains qui sont là. Je pense qu'il va falloir au moins ça pour le combattre. Mais voilà, ici je pense que ça représente un serpent en fait, hein, un des dieux serpents, et non pas, on dirait un dragon, mais bon, pour moi c'est un serpent. Ah, j'ai oublié de vous dire, oui, c'est aux éditions Léa. Moi, c'est noté Fantasy Viking en plus dessus, donc voilà. Voilà, donc 200 ans, à peu près 200 ans plus tard, où les dieux se sont fait la guerre. Donc tout au long du récit, ils vont parler de cette guerre que se sont faites les dieux entre eux. Donc ça s'est très mal fini. Ça a dévasté une partie du monde, alors notamment la plaine du Vigrid, qui est un lieu quasiment dévasté, qui est un lieu hanté par des choses un peu étranges, mystérieuses. Et ces dieux, ont, notamment en combattant, ont ouvert des failles qui ont fait que des monstres sont évadés de ces failles. Des créatures un peu étranges qui sont décrites dans le livre. Je serais curieuse de les voir dessinées ou de les voir en film. Parce que franchement, on a du mal à s'imaginer, c'est bien détaillé, hein, mais on a du mal à se les imaginer. Et c'est des trucs qui sont un petit peu rebutants. On a une petite créature, elle n'est pas très grande, du moins à la base, elle n'est pas très grande quand un des personnages la trouve. Mais son truc, c'est de bouffer les dents. Donc, vous imaginez un petit peu, voilà, c'est de la fantasy adulte. Et ils ont aussi laissé des traces chez les humains, ces dieux, c'est-à-dire que certains humains ont hérité des dons de ces dieux. Alors comment? Je pense que c'est en ayant des relations avec certains humains et que leurs descendants gardent des dons. Sauf que ces hommes et ces femmes sont appelés des corrompus. Ils sont détestés par les autres hommes qui ne pensent qu'à les tuer ou au mieux à les réduire en esclavage pour se servir de leurs dons. Ils leur mettent notamment un collier spécial qui peut les faire souffrir s'ils n'obéissent pas. Tout ça, elle apprend, je vous dis, au fur et à mesure de la lecture. L'univers est vraiment très riche. C'est vraiment super passionnant. Et voilà, c'est pauvre, enfin on a pitché pauvre parce que c'est des esclaves déjà, donc tu vois le mot esclave, je veux dire on n'est pas dans la joie déjà, et en plus on dit c'est pas de leur faute quoi, s'ils ont hérité de ces pouvoirs, ils n'y sont pour rien, mais voilà, ce sont ce qu'on appelle des corrompus, donc déjà le nom ça vous dit tout, et on va suivre les points de vue de 3 personnages. Alors ça par contre c'est top parce que vu que l'univers est assez riche, moi je me suis contentée à chaque fois, on avait un chapitre, un personnage. Donc, on retient surtout le personnage principal et après, les personnages secondaires se greffent dessus. Et voilà, ça revient très vite. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, pendant la lecture commune, il y a quelqu'un qui nous a fait une petite liste avec tous les noms et tout à chaque fois. Donc, ça, c'était super sympa. Mais franchement, moi, je me suis basée là-dessus. Je me dis, je retiens les 3 personnages principaux. Leur nom est noté à chaque début de chapitre en plus. Donc, on sait de qui on parle. Voilà, donc c'est super pratique. Apparemment, plus le tome 2, il y a un résumé du tome 1. Donc ça doit être top aussi. Je suis allée en librairie, j'ai pas trouvé le tome 2. Franchement, j'allais le prendre, hein, parce que j'ai du mal à le trouver en occasion. Et je suis allée chez Easy Cashier, ils avaient le tome 1 d'occasion, mais pas le tome 2. Quand même 25 € et le tome 2 coûte 26 €. Mais voilà, mais c'est une pépite, c'est incroyable le monde qu'il décrit. On va suivre donc 3 personnages. La première, c'est Orca, qui est une femme. Elle vit avec son mari et son fils, c'est un peu à l'écart du village, près de la plaine de Vigrid, qui a vu voilà, le plus gros des combats entre les dieux. Et elle apprend son fils, elle est très dure avec son fils, on sent qu'elle n'a pas eu une vie facile, qu'il y a quelque chose dans son passé qui fait qu'elle est très dure, qu'elle apprend à son fils à être qu'elle veut qu'il soit un guerrier. Et en même temps, on sent qu'elle a de l'amour pour son fils et son mari. Et il y a leurs voisins, enfin d'autres gens qui vivent aussi à l'écart du village, sont attaqués. Et de là, évidemment, va découler plusieurs événements. Elle va notamment se rendre du coup avec sa famille auprès du Jarl du village pour dire ce qui s'est passé avec les voisins. Bon, il y a plein de choses qui vont se passer. On va suivre après Varg, qui lui est un jeune esclave qui vient juste de s'évader. Il a tué son propriétaire et il cherche à trouver une sorcière par rapport à sa sœur. Bon, c'est dit dans le résumé, donc je peux vous le dire. C'est pas dit au début du roman, c'est dit dans le résumé. Sa sœur est morte et il veut savoir ce qui est arrivé. Pardon, je remets ma tablette en route. Il veut savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Donc pour ça, il a besoin d'une sorcière qui a le moyen, ou d'un mage qui a les moyens
de faire une cérémonie où on entend les dernières paroles, où on voit ce qu'a vu en dernier la personne décédée. Donc lui, il veut savoir qui a tué sa sœur, parce qu'il a été, il est devenu esclave, lui et sa sœur, à 5 ou 6 ans. Apparemment, ils auraient été vendus par leurs parents, parce que leur a raconté leur propriétaire, se souviennent plus. Donc ils n'ont connu que l'esclavage, et il a connu que sa sœur comme autre être humain proche de lui. Il a eu une vie, on voit au fur et à mesure du récit qu'il a eu une vie quand même très très dure. Et malheureusement, pour faire appel à une sorcière, les sorcières sont prisonnières puisqu'elles sont considérées comme des corrompues, puisqu'elles ont des pouvoirs. Donc, il se retrouve obligé à essayer de rentrer dans cette fameuse confrérie du sang. S'il veut avoir accès au pouvoir de la sorcière, bon, il va passer quelques épreuves pour pouvoir se rapprocher d'eux, pour pouvoir se rapprocher de la sorcière. Et en fait, il y a cet esprit-là aussi avec le second personnage, c'est-à-dire qu'ils font partie, tout le troisième personnage, pardon, qui... est-ce que je vais retrouver son nom? J'ai déjà oublié le nom du troisième. Elvar, qui est une femme aussi. La place des femmes est super, super bien développée au niveau de l'univers. Vous voyez, sur les 3 personnages, on suit 2 femmes. Une qui est mère, plus âgée, et une qui est plus jeune. Ce sont des guerrières pour la plupart. Voilà, on suit 2 confréries. Ces confréries, il y a autant d'hommes, enfin peut-être un petit peu plus d'hommes que de femmes, mais voilà, on est une véritable guerrière. Et donc Varg va se rapprocher de cette fameuse confrérie du sang. Et on a cet esprit, on retrouve cet esprit dans les confréries, ce que Varg justement n'a jamais connu, c'est-à-dire de la solidarité, un esprit de corps, quelque chose de, voilà, de l'amitié, de l'envie de défendre l'autre à tout prix. Et voilà, et ça, je trouvais ça super dans ce roman. On n'est pas dans le trope, il y a un élu et il y a une quête, ça change un petit peu parce que c'est vrai que c'est un trope qui revient souvent en fantasy, et c'est parfois un petit peu lassant. Là, on n'est pas dans ça du tout. Et voilà, on suit vraiment 3 personnages qui n'ont pas eu la vie facile. La troisième est Elvar, elle fait partie de la confrérie des chiens de guerre. Alors on sent que voilà, ses origines sont un petit peu mystérieuses. Bon, on sait assez rapidement d'où elle vient. C'est une très jeune fille, je crois qu'elle a 17-18 ans, et elle a grimpé peu à peu les échelons pour devenir une guerrière émérite, qui a la reconnaissance d'ailleurs de plus en plus du chef de cette confrérie. Eux, leur truc, c'est de notamment capturer des corrompus pour les revendre après. On sait ce qu'on les voit faire, ce qui est un petit peu... bon, pas forcément top. C'est ce qu'ils font au tout début du roman, les recherches un corrompu pour pouvoir le vendre par la suite. Encore une fois, on retrouve cet esprit de confrérie où les liens de frères et sœurs d'armes sont plus importants que les liens familiaux ou les liens biologiques. Voilà, ils se créent leur propre famille et c'est très important. Et ils vont avoir, ces différents personnages, des contacts avec des jarls différents. On sait qu'il y a une reine qui règne aussi sur une partie de ce monde. Et on va rentrer petit à petit dans des complots, voilà, c'est un peu, à un moment, je me suis dit, purée, je comprends plus rien. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi ça arrive là? Pourquoi ça s'est caché? Et voilà, c'était un peu, je me suis dit, bon allez, ça va s'emboîter à la fin du roman, ça va aller mieux, mais sur le coup, je comprenais pas. Alors, on a la plupart des réponses à la fin, et surtout la toute fin. Je dis, non, c'est pas vrai. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était, ça a été le plot twist auquel je ne m'attendais pas. Effectivement, tout s'imbrique. Il y a quand même chacun fait une Orca. Je vous dis pas pourquoi, quelle quête elle va entreprendre. Varg, bon, lui, c'est dans le but de pouvoir voilà, accéder au pouvoir d'une sorcière. Elvar, c'est une guerrière, donc elle suit son chef. Voilà, mais ils ont tous quelque chose, ils vont tous finir par se retrouver et on va comprendre certaines choses à la fin. Et c'est vraiment la toute fin, je ne m'y attendais pas du tout, du tout. C'est super bien fait parce qu'en fait, l'auteur nous met des détails tout le long de la lecture et à la fin, on se dit « Ah bah oui, ok, tout se rassemble et maintenant je comprends. » Donc, grosse frustration de ne pas avoir trouvé en librairie le tome 2. Je sais pas si je vais le commander parce que je me dis en même temps, là, j'ai des services presse à finir. Donc, ça, c'était une lecture perso. Un livre qui traînait depuis un moment dans ma palle parce que je l'ai eu l'année dernière. Mais voilà, enfin je l'ai eu, je l'ai acheté l'année dernière hein, parce qu'il date de août 2023, c'est pas un service presse, sinon je vous dis pas, ça fait un an. Voilà, et il y a apparemment c'est une trilogie. Donc je me dis, est-ce que la trilogie est sortie en anglais? Est-ce que t'attends mais bon, le tome 3, je sais pas trop, d'autant que voilà, j'ai des SP à finir. Donc à voir, je me tâte. C'est sûr que si je l'avais trouvé en librairie, oh, boum. Bref.
Voilà, voilà, voilà. Si j'avais trouvé en librairie, je l'aurais pris tout de suite, mais là, n'ayant pas trouvé, je vous mettrai peut-être des images. D'ailleurs, je suis allée faire un tour chez Cultura. J'espérais peut-être trouver le tome 2 de la confrérie du sang. J'espérais aussi trouver le livre qui refusait de brûler, si je dis pas de bêtises, qui est une des dernières sorties de Brajolone. Cette histoire des livres et tout, je ne l'ai pas trouvé, hein. Soit il l'avait plus, alors qu'il sortait le 4 juillet. Donc, 4 juillet, ces alentours-là. Donc, j'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Du coup, ce week-end, j'ai lu, après avoir fini ma lecture connue, j'ai lu Violet Made of Thorns de, attendez, Gina Shen. C'est aux collections R de chez Robert Laffont, donc plutôt young adulte, même si je trouve que c'est pas super young adulte, mais bon, moi je suis toujours un petit peu... je me méfie toujours de ce qu'on peut mettre entre les mains des enfants. On voit une superbe carte au début, et il y en a une aussi dans l'ombre des dieux, d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré. De plus en plus, je vois que j'ai tendance à regarder les... Bon, celle-ci est assez simple, hein. Voilà, elle n'est pas trop compliquée, ça va. Mais de plus en plus, j'ai tendance à regarder les cartes, je me rends compte. Avant, je ne m'en occupais pas du tout, mais maintenant, j'aime bien savoir où je me situe. Alors, Violet Made of Thorn, en fait, Violette, on est encore une fois dans un monde de fantaisie. Violette est ce qu'on appelle une prophétesse, c'est-à-dire que chaque ville importante, chaque partie du royaume possède une prophétesse. Il n'y en a que 4 ou 5 en tout. C'est-à-dire qu'elles ont le don de voir l'avenir, sauf que Violette, elle a été trouvée, on va savoir comment elle a été trouvée après, je ne vais pas vous le dire, faut pas trop spoiler non plus l'histoire. Voilà, elle était enfant, sa mère était une immigrée en fait, elle est décédée très rapidement quand elle était arrivée dans ce pays étranger. Violette n'avait même pas de nom, c'est elle qui s'est trouvé son propre nom. Et elle a grandi dans le quartier le plus pourri de cette ville, de ce royaume. C'est un royaume, j'ai une bêtise, mais c'est le roi, oui, c'est un royaume. Et, comment elle, voilà, donc ils se sont rendus compte qu'elle avait des pouvoirs de prophétesse, donc elle a été emmenée auprès du roi, et elle est la plus proche conseillère du roi. Enfin, il y a un conseil royal, mais elle est la conseillère du roi. Donc on est bien dans un royaume, pas dans une ville. Je crois que ça se passe dans une ville, mais oui, c'est le roi en fait. Le roi de... Alors, est-ce que je vais retrouver par bonheur le nom? Non, c'est pas noté, je l'ai plus en tête. Alors, le truc, c'est que Violette est capable, quand elle vous touche les mains, de lire votre passé, de voir un peu votre présent et un tout petit peu votre futur. Donc, comme prophétesse, on fait un peu mieux. Donc, elle joue un petit peu sur les connaissances qu'elle a, mais sauf qu'elle n'a pas de véritable connaissance du futur. Ce qu'a très bien compris, alors le prince Cyrus, qui est donc voilà, appelé à régner après son père, d'autant que son père est en train de... Enfin, il est malade, hein, il est en train de s'éteindre tout doucement, même s'il reste encore quand même assez costaud, mais voilà, il est de plus en plus souvent alité. Et le père et le fils ne s'entendent pas. Cyrus pense que Violette est une imposteuse, en fait. Je ne sais pas si ça se dit imposteuse, mais je crois que c'était noté dans le livre, enfin bref, peu importe. Voilà, il pense qu'elle ment, un peu à raison. En fait, on se rend compte que Violette, elle fait tout ça notamment pour aider le roi. C'est-à-dire que le roi, il lui dit « Qu'est-ce que tu as vu ?» Elle lui dit ce qu'elle a vu. Et il lui dit « Faudrait l'orienter comme ça, comme ça, comme ça. » En fait, c'est pour mieux... Alors, c'est pour mieux régner, mais aussi, quelque part, manipuler les gens. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est... Quelque part, on est un peu dans une réécriture de Cendrillon. Il y a plein de références aux contes de fées. Mais l'autrice casse les codes des contes de fées pour nous montrer un monde où justement règne la loi du plus fort. Et Violette en a bien conscience. Elle qui est née dans un milieu très pauvre, qui n'avait même pas de nom, qui n'a pas connu ses parents, voilà, elle a grimpé les échelons petit à petit. Et elle ne compte pas les redescendre, quoi. Elle ne compte pas se retrouver dans la misère. Donc pour elle, c'est très important. Et tant pis si ça ne plaît pas au prince Cyrus, ce qui donne des joutes verbales entre eux deux. Et voilà, une tension assez importante, même si on se rend compte petit à petit qu'effectivement, il y a aussi du désir entre les deux. Et voilà, on va se retrouver aussi avec plusieurs complots. Et le problème, c'est que Cyrus, une autre prophétesse, celle qui a précédé Violette, a dit sur son lit de mort que le prince Cyrus était frappé d'une malédiction et que seule sa femme pourrait soit plonger encore plus le pays dans cette malédiction, soit au contraire l'aider à vaincre cette malédiction. D'où l'importance que le prince Cyrus se marie assez rapidement. Sauf que le prince Cyrus, il n'est pas très pressé de se marier, il a envie de rencontrer le grand amour. Et c'est pour ça aussi que les deux personnages ne s'entendent pas, parce que Violette est née de rien. Tout ce qu'elle a, elle a dû se battre pour l'avoir. Et Cyrus et sa sœur jumelle, Camilla,
eux, voilà, ce qu'elle dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils vont garder leurs privilèges, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, et se rendent pas compte de ce que c'est de devoir lutter. Ils utilisent les pouvoirs, alors il y a une forêt magique, Fairywood, autrefois il y avait des parcs qui étaient sur Terre, maintenant elles n'interviennent plus, sauf auprès des prophétesses, en faisant justement des prédictions. Par contre, il y a des fées. Les fées sont utilisées maintenant. Alors au départ, les fées, elles étaient censées aider les gens, un peu comme dans les contes, les gens qui en avaient besoin. Maintenant, les fées, elles aident les gens qui ont de l'argent parce qu'ils leur donnent de l'ambroisie, qui les saoule un petit peu en fait. C'est de l'alcool pour les fées et l'ambroisie, ça coûte très cher à fabriquer. Donc seuls les nobles peuvent les avoir. Donc voilà, il y a cette cassure aussi au niveau des contes, c'est-à-dire que les fées ne sont plus les gentilles petites fées qui aident les gens dans le besoin, mais les gens riches qui peuvent leur fournir de l'alcool en fait gratuit, de l'alcool très cher. Donc il y a toutes ces cassures de contes. J'ai beaucoup aimé parce que ça, voilà, ça réécrit un peu les contes, ça nous met les choses en perspective parce qu'effectivement, on a plusieurs fois, Cyrus est appelé un prince charmant, oui, il est très beau, en plus il utilise les pouvoirs des fées pour se rendre encore plus beau, voilà, pour donner des illusions aux gens qu'il est parfait. Et, Violette, elle n'est pas dupe, ça ne marche pas sur elle en plus, les enchantements des fées, donc elle s'en rend compte et voilà, et elle, c'est ce qu'elle dit. Alors peut-être qu'elle peut être un peu ambiguë comme personnage, peut-être que certains la détesteront parce qu'elle est, très pragmatique, qu'elle est très opportuniste, mais en même temps, on comprend pourquoi. Elle est vraiment née dans la fange, elle a dû se débrouiller toute seule tout le temps. Et on comprend qu'elle ne veuille pas se retrouver à nouveau voilà, dans la merde, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Et c'était vraiment intéressant, cette dichotomie entre les deux personnages, parce que Cyrus ne se rend pas compte de tout ce qu'elle a vécu. Mais en même temps, ils ont un passé commun qui fait que voilà, les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Donc c'est vraiment sympa, je trouve, pour la Young Adult Fantasy. Il y avait quand même pas mal de psychologie des personnages. Il y a cette réécriture de contes, tout en cassant les codes des contes de... Alors les contes de fées, je dirais peut-être à la Walt Disney, parce que les véritables contes de fées sont pas toujours super... les vrais de vrais sont parfois assez durs et assez sanglants quand même. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé voilà, puis cette touche humoristique parce que Violette, elle a un langage quand même assez contemporain. Hein. Quand il faut dire merde, elle dit merde, pour pas dire autre chose. Mais c'était vraiment, vraiment sympa. Et bon, en même temps, Cyrus doit se marier. En même temps, on sent qu'il y a une attirance entre eux. La seule chose, c'est que je trouve que, parce que j'avançais dans le lit, je me disais, mais c'est pas possible. Il va y avoir un deuxième tome. Or, j'ai vu nulle part qu'il y avait un second tome, surtout qu'il date de 2023, ce livre. Et non, c'est bien, il y a bien une fin, mais c'est vrai que ça va assez vite sur la fin. C'est peut-être pour ça que ça pourrait être classé Young Adult. Mais je trouve qu'il y aurait eu encore des choses à faire et à dire. Pourquoi pas faire un second tome, ça aurait pu être bien aussi. Mais bon, voilà, c'est resté en même temps, c'est bien aussi d'avoir des one-shots. Ça change un petit peu. Voilà, je crois que je parle beaucoup, donc c'est vrai que le vlog, il va faire une vidéo. Donc, j'ai commencé, parce que là, j'ai des SP quand même qui vont arriver à échéance. Donc, j'ai commencé les Dieux de pierre que j'ai reçus par BOD. Alors, c'est de Cléo Moncellois. Alors, je pense qu'en fait, le titre de la saga, ça doit être Aesir, livre 1, le tome 1, les Dieux de pierre. J'adore la couverture. Je vous l'avais montré, je crois, la semaine dernière en réception. Et là, pour le coup, on a une carte, mais voilà. C'est la carte, vous savez, quand vous essayez de la regarder, quand vous avez juste la petite lampe de chevet qui fonctionne et que vous n'avez plus vos yeux de 20 ans, bah, c'est un peu dur à lire. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Elle est super bien faite, cette carte. Et à chaque fois, là, quasi à chaque paragraphe, on a la reprise de cette figure de Dieu assez étrange. On commence avec un prologue où on découvre la famille royale. Et il manque de sombrer dans une tempête. Et il y a la statue d'un dieu, statue qui est détruite pendant le passage de la famille royale. Et d'ailleurs, il y a le commandant du bateau, enfin le capitaine du bateau, c'est pas un gros bateau non plus, on est dans un monde d'heroic fantasy. Il a l'impression que c'est le plus jeune des fils de la... Ils sont trois, le roi a 3 fils. Le plus jeune, il tend sa main vers la statue, il se demande si c'est pas lui. On a l'impression que c'est lui qui a détruit la statue. Mystère, j'en sais pas plus, voilà, ça commence comme ça. Et on se retrouve des années plus tard, et on va suivre deux personnages, Tancred et Esther, qui font partie de 2 familles royales. Mais ce qui est sympa, c'est que ce sont
ce sont pas les personnages principaux. C'est-à-dire Tancrède, c'est un des fils du roi, mais c'est que le troisième, donc il n'est pas appelé vraiment à un jour devenir roi. Et de l'autre côté, alors là Tancrède, ça va plus être au nord de ce monde de fantasy, et Esther, c'est plus au sud, avec un côté très oriental. Elle est seulement la nièce des gens qui règnent sur ce royaume du sud. Alors pour le coup, là, c'est bravo au travail de... J'ai lu qu'une centaine de pages, 135. Bravo au travail de l'autrice parce que c'est vraiment très très détaillé. Alors, encore une fois, c'est pas évident, il faut lire à tête reposée. Mais c'est hyper détaillé, il y a vraiment une invention de mots. Alors, vous avez un lexique à la fin qui est super sympa, qui aide à s'y retrouver. Mais il y a vraiment énormément de termes nouveaux employés. Il y a vraiment un monde qui est créé. Enfin, je salue son travail parce que rien que pour faire ça, ça doit demander un temps fou et c'est vraiment super bien fait. Du coup, c'est très prenant. J'adore. Alors, ça m'a fait du bien de lire entre-temps, entre les deux, voilà, de me lire Violet Maid of Thorn où là, le monde est beaucoup moins développé. Parce qu'enchaîner la fin des dieux plus les dieux de pierre, ça aurait peut-être fait beaucoup. Ça fait du bien d'avoir une pause, de poser un petit peu le cerveau. Mais je trouve que le travail est incroyable. Et en fait, on va suivre donc à chaque fois ces personnages. Il va leur arriver, c'est un premier tome. Pour un premier tome, je trouve qu'il démarre très fort aussi. Parce qu'il va leur arriver des trucs pas sympas quand même. C'est-à-dire que, alors sans trop vous en dire, surtout que je viens juste de commencer le livre, donc je ne sais pas à quel point voilà, je peux dire ou ne pas dire les choses. Mais voilà, il va arriver des choses quand même assez dures, aussi bien au nord qu'au sud. Il y a même une petite généalogie à la fin. Elle est assez petite, hein, je vous rassure, c'est pas trop complexe. Là, c'est pour vous montrer les deux royautés et puis une autre famille, donc ça reste assez simple. Et en fait, on va tomber très vite, on se voit dans des complots politiques, des tentatives de prendre le pouvoir. Alors, à savoir que ce monde a été foulé par des géants qu'on a appelés les vaillants, qui pour certains hommes étaient des dieux, mais on n'est pas sûr que ce sont des dieux, qui sont venus sur Terre et qui ont décidé que la famille, il faudrait que je retrouve le nom de famille, Tancrède, Tancrède, c'est la famille de Rilke. Et donc ces géants ont décidé que ce seraient les deux Rilke qui gouverneraient le royaume du Nord. Et notamment, une des géantes s'est mariée avec un des deux Rilke, ce qui fait que ce sont plusieurs générations après, ce sont des hommes qui ont une taille hors norme. Ils font quand même facilement plus de 2 mètres. Ils sont très costauds, plus de 2 mètres. Et les vaillants, du jour au lendemain, ils étaient 4, je crois, ont disparu. Ils sont partis, ils ont disparu. Les humains ne savent pas trop pourquoi. Ils ont quelques soupçons, mais ils ne sont pas sûrs. Donc, ils ont fait les deux Rilke ont fait ériger des grandes statues en l'honneur de ces dieux, d'où la statue qui est détruite au tout début. Et voilà, on ne sait pas trop ces dieux. Alors, est-ce qu'ils vont réapparaître après dans l'histoire? J'en sais rien. Je me pose la question, du coup, c'est comme avec l'ombre des dieux. On se demande quel rôle vont jouer les dieux exactement sur le court ou le long terme dans l'intrigue. Voilà, c'est comme ça que les deux Rilke sont devenus aussi les maîtres du royaume du Nord. Et alors, ils pensent que les dieux seraient partis, notamment, la famille royale, notamment, pense parce qu'il y aurait eu voilà, un certain relent de paganisme, des gens qui honoraient encore d'anciens dieux ou d'anciennes coutumes, et du coup, ça n'aurait pas plu aux vaillants, mais on n'est pas trop sûr de ce qu'il y a. On ne sait pas pourquoi ils sont arrivés là, on ne sait pas s'ils sont vraiment des dieux, et on ne sait pas pourquoi ils sont partis, en fait. Voilà, où j'en suis pour le moment dans ma lecture. Donc, c'est passionnant, voilà, il y a pas mal de complots politiques aussi qui se mettent en route. Il y a déjà des débuts de bataille aussi. C'est vraiment très prenant. Et Esther, par contre, elle est la nièce de la famille royale du Sud. Alors, la famille royale du Sud, son nom, c'est... J'aurais dû allumer la lumière parce qu'il fait de plus en plus pourri. Son nom, c'est la famille d'Arabol, tout simplement. Voilà, donc elle n'est que la nièce. Et en fait, c'est ces deux personnages qui pourraient n'être que des personnages secondaires qu'on va suivre. Surtout qu'ils paraissent un peu, par rapport à d'autres personnages, ils paraissent assez faibles quand même. Faibles, je m'entends quand je dis faibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop trempé dans les intrigues politiques. Ils ne sont pas du tout amenés à gouverner un jour, avoir un rôle important dans la politique des deux royaumes. Surtout Esther, en plus c'est une jeune femme qui a eu tendance, pour des raisons personnelles,
à se tenir plutôt à l'écart et à vouloir se cacher, à ce que les gens ne fassent pas attention à elle. Bon, c'est expliqué pourquoi dans le roman, je vous dis, je ne veux pas trop vous en dire. Et puis, bah, par rapport à ce qui lui arrive, on se dit, ouais, si elle n'avait pas un guerrier à côté d'elle pour la défendre, c'est pas ce qu'elle deviendrait, quoi. Voilà, donc c'est marrant ce parti pris de personnages secondaires, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une trope, voilà, quête, élu, etc. Souvent, c'est ça, vous avez l'élu qui... On ne sait pas trop qui est l'élu, puis souvent on se doute de qui c'est, puis c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment appelé, qui n'est pas particulièrement fort, ni particulièrement intelligent, ni rien, c'est lui ou elle l'élu. Là, non, il n'y a pas cette idée-là non plus, et voilà, on suit par voilà, ce qui arrive par les yeux de ces deux personnages, qui normalement auraient dû avoir voilà, qui auraient dû être des personnages secondaires, et je trouvais ce parti pris vraiment très intéressant, parce que justement de voir le point de vue de personnes qui sont moins au cœur des complots politiques, au cœur des batailles, et de eux-mêmes, ils se sont retirés de ça. On les a forcés, on les a poussés aussi, on les a éloignés, mais eux-mêmes sont contents de s'en être éloignés, et malgré eux, ils vont se retrouver quand même pris dans tous ces complots politiques. Dans 2 minutes, il fait noir, hein, je vous le dis. Il est quoi? Il est 2h moins 5. C'est génial. Donc c'est vraiment super, et encore une fois c'est de l'heroic fantasy adulte. Alors certainement, vous voyez avec la photo, il y a des automates, donc on va vers un côté steampunk aussi, je pense. Alors là on a vu les automates, alors au nord ils ne les maîtrisent pas vraiment, au sud ils maîtrisent la technique des automates. Donc c'est eux qui sont les humains qui s'en servent. Voilà, on a vu des choses avec les automates, mais c'est pas du steampunk pur, mais je pense qu'on va avoir un mélange d'heroic fantasy et de steampunk, donc ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'avais demandé le livre, parce que je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je suis en train de regarder, il pleut pas encore, mais ça ne va pas tarder. C'est sympa ce dégradé de couleurs, c'est génial. Derrière, en plus avec un mur blanc derrière, je trouve que c'est hyper joyeux. Donc bref, donc pour l'instant une très bonne lecture, dont je suis très très contente. Je pense que je vais quand même aller allumer la lumière. Hop. Parce que c'est vraiment moche. Voilà, on est un petit peu mieux. C'est horrible. Il est 14h et j'ouvre la lumière. Donc, à part ça, je vais vous présenter ce que j'ai reçu. J'ai un petit colis. J'ai un petit colis aussi à ouvrir avec vous. Moi, je pense que c'est un livre, hein, vu le format. Et puis voilà, et samedi, j'avais plusieurs choses qui m'attendaient dans la boîte aux lettres. En même temps, j'aime bien quand ça s'étale, mais bon, c'est pas grave. C'est... il m'en manque un, là, non? Ah non, il m'en manque pas. Donc, j'ai reçu de la part des éditions Gulfstream leur prochaine parution. Ça sort le... Alors, attendez, j'ai le service presse et tout. Autant s'en servir. Qui sort Je vais y arriver. Le 22 août, voilà. Donc, j'ai encore un petit peu de temps pour le lire. J'avais une fois... Hop, en fait, ils font des demandes de partenariats ponctuels. Alors, je pense qu'ils ont des partenaires, peut-être plus pour leur livre jeunesse, mais ils font des partenariats ponctuels, notamment pour leur livre Young Adult Fantasy. Je les remercie encore pour leur envoi, parce que j'aime beaucoup ce que fait Gulfstream. En plus, c'est une maison d'édition indépendante, ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc tant mieux. Et voilà, vous avez toujours cette présentation, c'est Chemin de la Dame de Marie-Noël Pichot. Je n'ai jamais lu de roman de tête, je ne sais pas si c'est son premier. Vous voyez, c'est toujours cette couverture, j'adore. Et puis, ils font souvent ça. Vous voyez, vous avez une partie de la reprise de la couverture à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment super. Dans la collection électrogène, alors c'est noté que ça peut être lu à partir de 15 ans. En plus, c'est bien détaillé sur le service presse. Donc, comme vous le voyez sur la photo, on va parler de la Première Guerre mondiale. En 1917, en pleine guerre des tranchées, sur le chemin des dames, 2 inséparables soldats de 17 ans partent en mission de ravitaillement. Quand un obus explose, emportant Michel et blessant grièvement Antoine, ce dernier comprend qu'il ne sera plus jamais le même. De retour chez lui, aux portes de la Bretagne, Antoine retrouve Séraphin, Lucie et Hélène. Le quatuor voit le cours de son existence bouleversé, tandis qu'ils doivent apprendre à vivre sans l'ami, le frère, le fiancé qu'était Michel. Leur village est le théâtre d'obscurs événements. Bétail attaqué, incendie, récolte saccagée. Bien vite, certains habitants accusent Séraphin, dont la mauvaise réputation en fait un coupable idéal. Mais apparemment, il y a une louve mystérieuse aussi qui se promène pas loin de la forêt. On va être dans de la... C'était marqué dans de la mythologie celtique ou druidique. Je reprends le papier. C'est pour ça que ça me tentait à fond, ce roman, parce que...
entre, voilà, faits historiques, enfin, guerre, et en plus avec de la, voilà, druidisme. Avec des légendes, villages, druidisme, solidarité, enfer, féminisme, deuil, handicap, quête de soi, Première Guerre mondiale. Voilà, ce sont tous les thèmes abordés dans ce roman. Voilà, à partir de 15 ans et plus. Donc, bah, j'avoue que j'étais très tentée. Je suis très contente de l'avoir reçu. J'avais pas de réponse. J'ai dit, oh, ça va peut-être pas le faire cette fois-ci. Et puis ici, bon, on l'a reçu évidemment un petit peu plus tard que d'habitude. Parce que d'habitude, alors, vous avez une réponse très rapide. Le surlendemain, vous avez le livre. Mais là, comme il sort que, pareil, en août, c'est un petit peu plus long. Donc ça me tente beaucoup parce qu'on va parler, je pense, de légende bretonne. Donc il y a cette mystérieuse femme. Là, je ne sais pas si c'est une des ados qu'on va voir dans le roman ou si c'est une créature de la forêt. Je ne sais pas trop, j'avoue que ça me tentait fortement avec le loup et tout. Donc celui-là, bon, vous aurez la chronique assez rapidement, enfin du moins sur Instagram, puisque je vais devoir le chroniquer pour le mois d'août. Enfin, devoir, c'est pas non plus la mort. J'ai eu aussi en cadeau La sorcière de Limbridge de Susan Smith aux éditions Pocket. Par contre, il est tout petit, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Je l'avais repéré déjà lors de sa sortie en grand format. Là, on est à Limbridge en juillet 1674, parce qu'elle préfère se rendre au bois plutôt qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu'elle est un peu trop libre. Angen Luijten, je vois très très mal prononcer. Je pense que c'est, je sais pas où ça se passe, peut-être dans les Flandres, peut-être dans les, enfin, ça s'appelait pas les Pays-Bas, je pense à l'époque, mais je pense, hein, vu la prononciation, ça n'est pas très allemand non plus, est arrêtée pour suspicion de sorcellerie. Je reprends le résumé. Voilà, dans l'attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans l'étroit et glacial cachot du baron Van Brel, prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Ça fait penser un peu à un bûcher sous la neige dont on parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, que j'ai depuis des années dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, où une jeune femme aussi qui doit être brûlée pour sorcellerie raconte son histoire. Là voilà, je pense qu'on va être dans une portée assez féministe avec ce roman, et puis on va revenir sur l'histoire un peu de ces femmes qui ont été brûlées pour sorcellerie. Je l'avais repéré depuis sa sortie, je sais plus chez qui il est sorti d'ailleurs, oui, traduit des néerlandais Pays-Bas. Voilà, je m'étais pas trompée, c'est bien les Pays-Bas. Enfin, j'avais dit les Flandres ou les Pays-Bas. Alors, où est-ce que c'est sorti en premier? C'est sorti chez les éditions Le Duc. Mais les éditions Le Duc, ils ont plein de maisons d'édition qui leur appartiennent aussi. Donc, c'est un peu compliqué de savoir où ça a été édité à la base. Mais de toute façon, vous tapez, vous allez voir sur Internet, vous allez trouver tout de suite. Donc, voilà, ça me tentait beaucoup. Par contre, je ne pensais pas qu'il serait aussi petit. J'ai reçu aussi, hop là, ma dernière commande de la Bourse aux livres. Donc j'avais pris, je suis en train de constituer la collection de Shadow House, où j'avais montré les autres. Du coup, je les ai un peu reçus dans le désordre parce que je n'ai pas commandé aux mêmes endroits. C'est selon ce que les sites de revente d'occasion avaient. Donc là, j'ai le tome 2, le tome 5, je trouve superbe, et le tome 6. Donc c'est de Somato, c'est aux éditions Glénat. Par contre, j'avais pas fait attention et je l'ai vu en allant en librairie. Là, ils viennent de sortir le tome 14. Voilà. Mais c'est pas grave, comme je vais pas les lire tout de suite, je vais avoir le temps de les trouver en occasion, parce qu'ils sont assez fins, je trouve, pour des mangas. Mais bon. Et j'avais demandé aussi, alors ça, ce sera pour moi, je l'ai lu, c'est sorti en quelle année ça? Est-ce que ça va être noté? Ça va être une relecture, 2014. Ça va être, c'est sorti, bah oui, chez Mnemos, évidemment. Donc là, je les ai rachetés en poche. Le bâtard de Cossigan de Fabien Cerutti. Alors, le tome 1, c'est L'ombre du pouvoir, et le tome 2, Le fou prend le roi, Folio SF. Je les ai trouvés d'occasion. J'ai pas trouvé le tome 3 d'occasion. Pire, je le prendrai neuf s'il faut. On va suivre. Alors, je vous prenne le tome 1. On va... J'ai des trucs collés. En fait, les étiquettes qu'ils mettent, elles sont hyper collantes. Et il faut que je fasse attention parce que je mets les livres des fois les uns sur les autres. En fait, ils se collent les uns aux autres. Bon, c'est génial. J'ai des trucs collés sur le résumé. Bon, c'est pas grave. On est au XIVe siècle et le chevalier assassin, Pierre Cordouin de Cossigan dirige une compagnie de mercenaires d'élite parmi les plus réputés d'Occident. Surnommé le bâtard, exilé d'une puissante lignée bourguignonne et pourchassé par les siens, il met ses hommes, ses capacités surnaturelles et son art de la manipulation au service des plus grands seigneurs d'Angleterre, de France et d'Italie. Ça me tentait bien parce qu'on est dans, voilà, dans de l'historique fantastique en fait. Bon, ça va être une relecture, mais je vous avoue que je ne me souviens plus de grand-chose. Le tome 4 va sortir en août chez Mnemos, donc voilà.
c'est pour ça que je voulais en faire une relecture. On est allé chez Cultura, donc avec les enfants. Donc, c'est ce que je disais à mon mari, parce que mon mari, c'est « T'as encore acheté des livres? T'en as pas assez ?» Bref, sauf que, pour le coup, c'est mes enfants, moi, qui achètent des livres. Moi, côté, je coûte rien. Enfin, par rapport à ce qu'ils ont acheté chez Cultura, parce que on est allé, voilà, ils voulaient acheter un agenda, donc ils ont pris un agenda One Piece, hein, pas le moins cher, on va dire. Bon, en même temps, c'est les petits plaisirs, les petites récompenses de fin d'année pour leurs résultats scolaires. Je dis, ce sera aussi, voilà, pour vos résultats scolaires, on les a aussi réinscrits au foot. La licence n'est pas donnée au foot, là, dans le club dans lequel ils jouent. Mais voilà, ils travaillent bien à l'école, donc on leur avait dit qu'ils pouvaient, voilà, qu'ils peuvent avoir un petit cadeau et qu'ils pouvaient continuer le foot tant qu'ils travaillaient bien à l'école. Pour l'instant, ça se passe bien. De toute façon, ils ont besoin de se défouler parce que sinon, c'est l'horreur. Voilà, et ils adorent ça. Ils adorent ça. Donc voilà. Donc là, nous étions partis donc, sur quelque chose d'un peu plus culturel que le foot. Et puis, je les ai lâchés dans le Cultura. Alors samedi, pourquoi je suis allée samedi chez Cultura? J'avais envie depuis un moment d'aller chez Cultura et un monde de fou. On n'en pouvait plus à la fin. Donc on y est même retourné hier lundi après être allé au cinéma. Et d'ailleurs au cinéma, je suis allée voir un petit truc en plus. J'en avais entendu parler. Mes enfants en avaient beaucoup entendu parler par leurs copains copines qui sont allés voir. Je me dis, est-ce que c'est vraiment de leur âge? Parce qu'ils me racontaient toujours cette anecdote où, en fait, là, ce sont des déficients mentaux qui partent en vacances tous les ans. C'est une petite association qui les emmène en vacances. Ils vont toujours au même endroit. Alors, je crois que c'était noté au début du film. Ça a été fait avec la région du Rhône. Les paysages sont magnifiques. Je vous jure, vous avez envie d'y aller en vacances. C'est superbe. Voilà, ils sont dans un gîte assez reculé en plus, et c'est superbe, c'est tout simplement magnifique. Et oui, là, alors, ils prennent le bus et à un moment, il y en a un qui dit toujours des gros mots en fait, parmi les pensionnaires. Et l'éducatrice, Alice, le personnage principal, dit, enfin, le personnage principal qui n'a pas de déficience, on va dire, parce que c'est quand même le personnage principal, c'est quand même toute cette petite troupe ils ont pris vraiment des gens qui ont une déficience mentale. On a notamment plusieurs personnes atteintes de trisomie 21. Et elle dit, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Moi, les garçons me racontaient toujours ça. Qu'est-ce qu'on dit aux chauffeurs, les enfants? On dit bonjour, hein, là, c'est fils de... Voilà. Je n'irai pas plus loin. Voilà, donc mes enfants, ça les faisait bien rire. Alors moi, je me suis dit, ouais, mais bon, quand même, ils ont 9 ans et demi. Est-ce que je les emmène voir ça? J'ai une amie qui est allée le voir avec son plus grand, mais son plus grand, il doit être en 3e ou en seconde, ou peut-être même plus, je sais plus. Elle m'a dit que c'était assez fleuri. Pour finir, je trouve que ça allait. C'est clair qu'ils vont apprendre de nouveaux mots, hein, P-U-T-E, E-N-F-O-I-R-E, E-N-C-U-L-E aussi, voilà. Donc, parce qu'il y a ce personnage qui, effectivement, dit souvent des gros mots. Bon, après, ça allait, mais moi, je m'attendais à un truc un peu, voilà, potache, un peu au ras des pâquerettes. Et en fait, ce film, il m'a ému. C'était super émouvant. J'ai pas lu vraiment bien le synopsis du film. En fait, c'est Clovis Cornillac et un autre gars. Alors, on va savoir quelles sont leurs relations après. J'ai été surprise, moi. C'est pour ça que je vous le dis pas. Vous gardiez la surprise. Ils viennent de faire un casse dans une bijouterie et le plan se passe pas bien comme ils veulent. Donc, il y a le bus qui part avec les pensionnaires voilà, en vacances. Et ils attendent le dernier, Sylvain, qui est un nouveau qu'ils n'ont jamais vu. Donc, voilà, un des deux, pas Clovis Cornillac, mais l'autre acteur, je ne connais pas son nom, se fait passer pour quelqu'un avec une déficience mentale pour qu'il puisse, et l'autre, Clovis Cornillac, pour son indicateur, pour qu'il puisse fuir la région dans ce bus. Donc ça a donné des scènes assez drôles, d'autant que les pensionnaires sont pas du tout dupes du faux Sylvain qui veut se faire passer pour un déficient mental. Voilà, il y a des scènes très drôles, il y a des trucs un peu con, hein, je vous le dis. Mais il y a un truc très marrant aussi parce qu'il y a un moment, le vrai Sylvain arrive en retard et en fait, on le voit de temps en temps. En fait, à un moment, il y a plein de jeunes qui passent avec des valises. Et du coup, il les suit, lui. Il dit, c'est ça, c'est eux qui partent en vacances. Sauf que c'est des jeunes qui font un peu, vous savez, comme aux États-Unis, les étudiants font comment on appelle ça, le spring break, c'est-à-dire le break de printemps, où ils font la fête, ils partent dans le sud, ils partent des fois à la frontière mexicaine, où ils font la fête à mort. Mais là, c'est musique tout le temps, c'est drogue, c'est rock'n'roll, c'est on couche avec tout ce qui bouge, voilà. C'est vraiment, je pense que c'est le moment où ils se défoulent parce qu'ils ont beaucoup moins de vacances, je pense, qu'en France. C'est vraiment le défouloir. Et lui, il se retrouve un peu dans un groupe comme ça, même si ce sont des Français. Et en fait, il vit le plus bel été de sa vie, quoi, le vrai Sylvain. De l'autre côté, ils vont avoir aussi le plus bel été de leur vie, puisque voilà, ils vont
ils vont se rapprocher les uns des autres. Et la femme a vraiment ému, c'est vraiment beau. On, on les apprécie tout de suite. On voit aussi l'envers du décor, quelque part, hein, même si c'est fait avec humour. On voit les éducatrices. Il y a 2 éducatrices, mais alors, bon, la principale, c'est Alice, et la deuxième, je sais plus son nom, mais elle est un peu flippante, hein. Le pourquoi elle est devenue éducatrice, déjà, on se dit, ouais, ok. Et ouais, elle est un peu flippante. Parce qu'à un moment, Clovis Cornillac, il dit, c'est marrant, mais il dit, parce qu'elle a un look assez baba cool, il dit, c'est marrant, il dit, mais on dirait pas la même façon, dans la façon dont on te voit, la façon dont tu t'habilles et quand tu parles. C'est vrai qu'elle est un peu flippante quand elle parle. Elle fait comme ça, baba cool, mais en fait, elle est très vindicative, hein. C'est assez marrant. Il y a une scène aussi dans un supermarché, voilà, qui montre aussi un petit peu le manque de tolérance des gens. Mais sans que ce soit lourd, quoi. C'est vraiment, c'est traité avec humour et avec beaucoup d'émotion. Et c'est vrai que j'en parlais avec quelqu'un sur Bookstack qui est allé le voir aussi au cinéma, qui a pleuré, elle, à la fin. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu... j'ai du mal à pleurer. Plus je vieillis, moi j'arrive à pleurer. Mais avant, c'est le genre de film qui m'aurait fait chialer, ça c'est sûr. Mais ça se termine bien, je préfère vous le dire. Hein, on va pas voir le film pour pleurer. Mais c'était super émouvant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et le film est en fait dédié, le réalisateur le dédie aux gens qui ont un petit truc en plus et à ceux qui les accompagnent. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc voilà, c'était la parenthèse cinématographique. En tout cas, si voilà, vous avez envie d'aller voir un film sympa, qui détend, qui est très beau en même temps très émouvant, parce que vous avez des enfants ou des ados que ça intéresse, c'est le moment. Voilà, vu que c'est joué en plus avec des vrais acteurs qui ont une déficience mentale. Donc, ça c'était lundi. Samedi, nous sommes allés chez Cultura aussi. Mes enfants sont ressortis avec des magazines sur le foot et 2 BD chacun, parce que là, ils se mettent beaucoup bande dessinée en ce moment. Ils ont commencé avec les mangas One Piece et Naruto. Et là, ils ont trouvé les BD, alors Titeuf, j'ai mon mari, enfin, ils ont emprunté ça en médiathèque. C'est moi qui travaille en médiathèque, mais c'est lui qui les emmène. Évidemment, moi, je ne peux pas les emmener sur mon lieu de travail. Et en fait... ils ont découvert les bandes dessinées d'humour telles que les profs, les footmaniacs et les rugbymen, je crois, le dernier. Donc ils adorent ça. Donc du coup, ils en ont trouvé, donc ils en ont pris. Alors par contre, moi c'est vrai, je me suis dit c'est peut-être un peu limite au niveau âge. Et effectivement, dans les rugbymen, c'était samedi, ça. C'est pas dans un de ceux qu'on a acheté, mais j'ai Louis qui me demande c'est quoi PORNO. J'ai dit quoi? J'ai dit, t'as lu ça? Et en fait, c'est dans une des bandes dessinées rugbymen. Comment les... alors, j'ai lu juste cette planche-là, hein, parce que c'est une planche à chaque fois, une histoire différente, une petite histoire comique différente. Et en fait, les différents rugbymen essaient de recruter des enfants qui s'inscriraient au club de rugby. Et il y en a un qui dit, ah bah oui, moi c'est là que le chauffeur de bus nous a passé plein de films pour adultes, et c'est comme ça que j'ai découvert le... Donc il a fallu que j'explique un peu. Donc je préfère vous prévenir. Et voilà, il y a peut-être quelques petites choses comme ça, un peu trash, malheureusement. Voilà. Bon, c'est la faute de mon mari, il a qu'à pas les laisser prendre n'importe quoi. J'ai mon vlog là qui va durer, en fait, je crois que je vais vous faire un vlog. Ça va durer 1 heure. Mais voilà, donc du coup, ils sont partis avec 2 magazines de foot chacun. Enfin, il y en a un qui en avait pris 2, parce qu'ils étaient ensemble, et Liam en avait pris qu'un. 2 BD, et rebelote lundi, on y est retourné, ils ont repris 2 BD chacun, et un magazine de foot chacun. En même temps, quand ils sont plongés dans leurs livres, ils sont calmes. Parce que moi, ils n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Là, ils étaient calmes. Donc, je veux dire, j'ai pas leur refuser d'acheter des livres, ce serait trop bête. Et moi, en fait, j'ai trouvé, celui-ci, je voulais le lire depuis un moment, c'est Incendie de Wajim Awad. Alors c'est aux éditions Babel. En plus je l'ai trouvé, il était dans les livres d'occasion, donc je l'ai payé. Alors je vois que c'est marqué 7,70 €, mais en fait c'était rigolo parce qu'il était dans les livres d'occasion et à côté il était vendu. Enfin franchement il a rien, hein, il a rien. Et je crois que c'était marqué 8 € passé. Là ça doit être une ancienne édition. Alors c'est la même couverture, hein, toujours. 7,70 €, je l'ai payé 2,99 €. Donc voilà, moi j'ai vraiment rien coûté, quoi. C'était vraiment peanuts pour une fois. Bon, en même temps j'avais déjà eu une commande et puis c'est vrai que maintenant j'ai tendance à acheter mes livres d'occasion. C'est vrai que je préfère. Alors Wajim Awad, c'était un auteur que je connaissais sans le connaître. Asseyez-vous, il y en a encore pour un quart d'heure là. Ça va durer. En fait, j'en ai entendu parler pour la première fois. Je connaissais sans le connaître. J'en ai entendu parler de l'auteur lui-même la première fois par Séverine de Il est bien ce livre, puisqu'elle avait lu Anima de cet auteur
en disant que c'était un livre incroyable, que j'ai, depuis qu'elle en a parlé, je l'ai dans ma palle, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, que je n'ai toujours pas lu. Et elle nous avait parlé de cette série qui s'appelle Le sang des promesses, vous voyez ici, là c'est le tome 2, qui est une série de livres, je pense, qui parlent de l'homme. Ils peuvent se lire indépendamment. Je ne sais plus s'il y a 3 ou 4 tomes, ils peuvent se lire indépendamment. C'est pour ça que celui-là, je l'ai pris. Et en fait, vous connaissez peut-être le film Incendie. Moi, j'avais vu ce film, je ne savais pas que c'était tiré alors c'est une pièce de théâtre à la base de Wadji Mouawad, alors qui est originaire du Liban. Je pense que comme l'histoire se situe au début au Québec, je pense qu'il vit au Québec. C'est un film Incendie, donc ça va être pareil avec la pièce de théâtre, je pense, qui est bouleversant, qui est très 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 dur. C'est les ravages de la guerre. Alors on se situe dans un pays, voilà, on se doute que c'est en Orient, mais on ne sait pas trop quel pays. Et les ravages de la guerre, notamment sur les personnes civiles. En fait, ça commence, on est au Québec, et un notaire appelle un frère et une sœur qui sont jumeaux. Leur mère vient de décéder, elle travaillait comme secrétaire pour ce notaire. Lui, il appréciait beaucoup. Dans le film, on sent que les enfants, c'était pas top avec leur mère. C'était les relations, ils sont adultes tous les deux. Leur relation était complexe, notamment le fils, on sent qu'il a une relation amour-haine avec sa mère. On se dit la mère ne devait pas lui donner beaucoup d'amour. Évidemment, tout va s'expliquer. Et ils reçoivent chacun une lettre de leur mère. Alors, je ne sais plus lequel reçoit... Je ne sais plus. Je ne sais pas si je vais retrouver. Il y en a un qui reçoit... il y en a un qui doit rechercher... Parce qu'ils ne savent pas qui est leur père. Il y en a un des deux qui doit rechercher son père et l'autre... son frère. Alors déjà surprise parce qu'ils n'ont jamais connu leur père et ils ne savaient pas qu'ils avaient un frère. Donc ils vont partir dans une quête dans un pays du Moyen-Orient pour découvrir le passé de leur mère, qui était leur père et qui est ce frère mystérieux. C'est la fin est... Ce film est bouleversé, j'en ai encore la chair de poule quand j'y pense. C'est un film tout juste incroyable. J'espère que ça n'a pas coupé parce que j'ai ma mémoire qui commence à avoir des signes de faiblesse. Mais vraiment, vraiment incroyable. Voilà, je vous le dis, c'est un très beau film. Par contre, c'est très dur en même temps. Donc du coup, voilà, je voulais à tout prix le lire. Comme là, il était d'occasion. J'en ai profité. Et lundi, quand on est retourné chez Cultura, j'ai rien pris. Il n'y avait toujours pas la fin des dieux, le tome 2 de la confrérie du sang. Il n'y avait pas non plus le livre qui refusait de brûler. Et j'étais frustrée parce que mes enfants étaient sortis avec des livres et pas moi. Donc je suis allée chez Easy Cash. Chez Easy Cash, j'ai trouvé la confrérie du sang, le tome 1 à 10,99 € au lieu de 25. Bon, je l'avais déjà, donc je ne l'ai pas pris. Je dis c'est dommage, il n'y a pas le tome 2. C'est normal, il est un peu récent. Mais je me suis trouvé le tome 2 des enfants indociles, enfin de Brandy et Dos de Shannon Maguire aux éditions Pygmalion. J'ai acheté le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai entendu tellement de bien de cette série, notamment sur la chaîne de Lucie Alu. Et elle a dit qu'elle avait galéré pour trouver le tome 2. Donc je me suis dit... alors j'aurais pu le demander à la médiathèque départementale, ils ont la série. Mais je me suis dit, j'ai acheté le tome 1, je vais m'acheter le tome 2. Surtout qu'il m'a coûté 1,99 € au lieu de 19,90 €. Donc je me suis dit, je le prends, je ne cherche pas, c'est le tome 2. Au moins, je suis sûre qu'il sera dans ma palle. Voilà, alors je vais essayer de finir ce vlog qui ne sera que d'un bloc. En vous ouvrant le petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. Ah bah ça ne veut pas s'enlever. Hein. J'ai pas de chance aujourd'hui. Entre les étiquettes et les... Ah oui, si, je crois savoir ce que c'est. J'avais oublié. Un service presse, évidemment. Mais c'est vrai, c'est l'autrice qui m'avait contacté directement sur Bookstagram. Et comme c'était de la fantaisie, j'ai dit oui. Enfin, je suis allée voir quand même le résumé et le compte de l'autrice, mais ça me tentait beaucoup. C'est L'âme des mondes, tome 1, l'Ogimel du choix de Line Souris. Hop, avec un beau petit marque-page en plus avec. Super mignon. Une petite dédicace derrière. Je ne sais pas si le livre est dédicacé. Oui, j'ai une belle dédicace avec une jolie fleur. Il est très beau. Hein. Il y a du vernis sélectif. Je trouve que les auto-édités font un travail éditorial de plus en plus important. Je trouve ça super. Donc le résumé, un orage, un dessin qui se matérialise, un message, une menace dans l'ombre. Ayant vécu toute sa vie sur Terre, Tilia, 16 ans, découvre qu'elle est jolusienne et une créa des Sinaï. Mais surtout que son grand-père, disparu 8 ans plus tôt en laissant derrière lui 2 victimes, est retenu contre son gré. Une seule indication, elle se trouve là où Perséphone, à 10 heures, flamboie. Très mystérieux. Puis une petite référence à la mythologie grecque. Projetée sur Julius alors qu'elle tente d'échapper à un des disciples du maître monde, Tilia ne laisserait rien
ne laissera rien ni personne entraver la mission qu'elle s'est donnée de déchiffrer son énigme et de le retrouver, pas même la menace qui plane sur elle. D'autant qu'une équipe au talent plutôt bienvenu l'entoure. Mais ces rencontres sont-elles vraiment le fruit du hasard? Bon. Intrigue, action, suspense, amitié et amour. Donc voilà, ça me tentait beaucoup parce qu'on est... Bon, c'est de la fantasy young adulte, hein, mais vous savez que je lis pas mal de fantasy young adulte en ce moment. Donc du coup, bah, j'ai dit oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Je pense que s'il va se lire assez facilement, en plus, 390 pages, c'est assez aéré, voilà. Donc je pense qu'il ne tardera pas. Si vous voyez tarder à mettre les chroniques sur Booktube, malheureusement, Booktube, j'ai un peu de mal avec tout ce que je lis. Par contre, vous pouvez les trouver, quand c'est des services presse, vous pouvez les trouver sur mon compte Insta plus rapidement, si vous souhaitez y aller, si vous avez un compte Insta. Donc, bah, super, je suis très contente. J'aime bien quand je reçois des livres en plus comme ça. Moi, j'ai toujours un livre tous les jours, je serais contente. Bon, je vous dis pas un par jour. Allez, on enlève les dimanches, ça fait quand même plus de 25 livres dans le mois. C'est un peu gros quand même. Voilà, il est vraiment très beau, je trouve. Voilà, donc je vais vous laisser aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être quand même pour vous parler de la fin de ma lecture, ou mon avancée de lecture. Mais alors là, mon vlog, il va durer 3 heures. C'est plus un vlog, hein, c'est pas à ce niveau-là. Mais bon, c'est du papotage, en fait. Je papote avec vous. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et puis, je reviendrai quand même clore ce vlog très bientôt. Bye bye. Hello, je vous retrouve, nous sommes le jeudi, je pense, 11 juillet, si je dis pas de bêtises. Bref, nous sommes jeudi. Je vous reprends aujourd'hui pour clore ce vlog, parce que sinon il va être 10 fois trop long. Donc je suis toujours dans ma lecture des Dieux de pierre de Cléo Moncellois, qui est le tome 1 de Aésir. Et j'avance très bien dans ma lecture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noms à retenir au début. Et plus on avance, et plus ça devient fluide, et mieux c'est, quoi. C'est vraiment prenant. Au début, on suivait deux points de vue. Maintenant, il y en a d'autres qui se greffent aux deux personnages principaux. Et ça avance très vite. Il y a énormément d'actions déjà, de complots, de coups d'état. Enfin, c'est vraiment prenant. Là, il me reste... il fait 390 pages, je pense. Donc, il me reste à peu près 80 pages à lire. Donc, je pense le finir ce soir. Et je vous en reparlerai lors d'un prochain vlog lecture. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et vraiment une très bonne lecture, j'adore. Je suis contente de cette découverte. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le livre date déjà de 2023 et j'ai pas vu sur le compte de l'autrice que le deuxième était... Je sais pas s'il est en préparation ou pas. Voilà. Et je vais vous parler de mes 2 prochaines lectures, comme ce sont des services presse, c'est les 2 prochains que je vais lire. Donc il y aura Dans les bras de Tiffé de Nathalie Le Cygne, où là on va suivre Lucas et sa maman qui s'installent normalement dans une petite île en Bretagne pour... je sais pas ce qu'ils fuient, je sais pas si c'est juste pour la tranquillité, mais comme vous pouvez le voir sur la couverture, ça va pas vraiment se passer comme ça devrait se passer. Voilà, j'adore la couverture. J'ai hâte de me plonger dedans parce que je me dis, est-ce qu'on va aller vers du thriller fantastique? Je sais pas trop. Et franchement, mais la couverture me hype. C'est incroyable. Donc j'ai vraiment hâte, hâte de découvrir ce roman. Et je pense qu'après, j'attaquerai L'âme des mondes, tome 1, l'objet mail du choix de Line Souris, que j'ai reçu aussi cette semaine en service presse, puisqu'il est sorti là début... Je ne sais plus si c'est en juin ou en juillet. Donc, je ne vais pas tarder à le lire non plus, puisque, voilà, comme c'est une sortie récente, pour donner un avis le plus rapidement possible. Donc là, on est dans de l'héroïque fantasy, mais plutôt young adulte. On va une jeune fille qui va se retrouver dans un monde un peu mystérieux pour notamment aider son grand-père. Donc voilà, en tout cas, le résumé me tentait bien. Et puis, voilà, ce sera ma prochaine lecture. J'attends, là, je ne suis pas allée à la boîte aux lettres. Je ne sais pas si j'ai encore... J'attends des réceptions, mais plus beaucoup. Ça va être, je pense, des mois plus calmes. On verra bien en termes de réception. Et puis, peut-être que je vais pouvoir greffer une autre lecture personnelle entre deux. On verra. Mais bon, en attendant, voilà, je vous avais mes prochaines lectures. Et je vous reprendrai, j'espère, normalement, je devrais avoir le temps, pour un prochain reading vlog. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que ce reading vlog vous aura plu, même s'il il va être assez long. Mais en même temps, il va être court sur le temps, hein. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à vous prendre régulièrement. Donc, bon, on va y arriver. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.